Et en fait, du coup, je crois que c'est ce qui a fait que le podcast était authentique, c'est que je cherchais pas un truc que les gens y cherchaient, c'est vraiment, c'était une vraie quête, c'était ma quête de savoir qu'est-ce qui est rentable. On est déjà mort, en fait, on est déjà mort à ce moment-là, mais on se dit qu'on va trouver des solutions, quoi. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Mais en fait, c'est pas si mal ce que j'avais fait. C'est peut-être un succès alors. Mais elle est où la podcast Money? Faire un podcast, c'est le Far West. J'ai oublié de parler de ça. Un peu flou, non? Je suis un peu perdue. Vous trouvez pas qu'il y a un truc dont on ne parle pas assez quand on crée du contenu? Ce sont toutes ces pensées qui s'entrechoquent dans nos têtes. Et ouais, on va pas se mentir, avoir son propre média, c'est souvent osciller entre deux extrêmes. Je suis un putain de génie et j'en peux plus. Mais ce projet, on va pas l'abandonner, on l'a dans les tripes, on y pense, jour et nuit. Est-ce qu'il y en a vraiment qui arrivent? Je rencontre tous les jours des créateurs et créatrices qui transforment leur projet en succès. Il n'y a pas de magie là-dedans, juste de la stratégie et de la détermination. Alors j'ai eu envie de vous en faire profiter. Comment on développe son média? Quelles sont les méthodes qui fonctionnent vraiment? Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter absolument? Et la monétisation dans tout ça? Je vais chercher pour vous les réponses à ces questions. Mon but, vous donner les moyens de vos ambitions et vous pousser à passer à l'action. Je suis Anne-Claire Leca et vous écoutez Antipop, le podcast qui explore les stratégies de croissance des créateurs de contenu. Bonne écoute! Un, deux, ça m'a l'air bon ici. Ouais, on est bon. Allez, 1, 2, 1, parfait. 2, on est bon. Bonjour Jérémy, je suis très contente de te recevoir sur Antipop. Salut Anne-Claire. Pour te présenter, tu es le créateur d'un podcast qui s'appelle Ça fait un bail, qui parle d'immobilier. Et tu as aussi créé un studio qui s'appelle Echoes Studio avec ton associé Xavier Seu. Et la raison pour laquelle je t'invite aujourd'hui, et je suis trop intéressée par ton expérience et tout ce que tu vas nous raconter à ce sujet, c'est que tu as acheté un château avec tes auditeurs, les auditeurs de Ça fait un bail. Donc bienvenue sur Antipop et on va creuser ensemble toute cette expérience que tu développes depuis 2023, donc ça fait bientôt 2 ans que tu as acheté ce château. Donc tu me disais qu'en septembre vous avez fait la fête de lancement de ce projet. Est-ce que Leonardo DiCaprio était vraiment présent? Ça a été tout l'objectif de le faire venir, parce qu'il est déjà venu au château en 1997 pour le tournage d'un film que vous avez peut-être vu, L'homme au masque de fer. On a vraiment envoyé les messages, etc. On n'a pas réussi à le faire, à avoir de retour, mais on désespère pas. Je pense que quand le château il sera encore plus beau, parce qu'on le rénove vraiment pièce par pièce, on arrivera à le faire revenir. On sait qu'il vient quasiment tous les ans aux 24 heures du Mans, qui est à une demi-heure du château. Et il s'avère que ouais, on se dit, nous on a contacté les 24 heures, on commence à tisser des bonnes relations avec les 24 heures. Eux, ils cherchent toujours des grandes stars pour ouvrir les 24 heures. Et un jour, on va réussir à initier les deux. DiCaprio va ouvrir les 24 heures, puis il passera voir un de ses premiers tournages, parce que c'était juste avant le Titanic. On va compter sur la nostalgie du bonhomme. En tout cas, c'est marrant que c'était un peu une boutade, on va dire, et un objet de communication. Ça devienne vraiment un projet long terme en se disant, on l'a dit, on va le faire. Ouais, non, on n'est pas trop dans les boutades, en fait. On raconte plein de bêtises, mais après, on s'y tient. J'aimerais bien revenir un peu sur la genèse de ce projet. Comment est-ce qu'on se retrouve en 2023 à faire une campagne de financement participatif et proposer à ses auditeurs d'acheter avec soi un château? Ouais, ça tient vraiment aux raisons pour lesquelles j'ai lancé le podcast. J'avais très envie d'apprendre. Je pense que c'était la première raison. Et ça, c'est vraiment ce que ça m'a le plus apporté. Et en plus, ça t'apporte dès l'épisode 1, quoi. C'est pas un truc qui arrive au bout d'un an, comme l'audience, les sponsors, etc., qui peuvent prendre un peu de temps. Et le réseau, les personnes que tu rencontres, la partie relationnelle, ça se fait aussi dès le premier épisode. En tout cas, quand tu es dans du podcast d'interview. Et mon objectif, c'était de me dire, voilà, j'ai déjà fait de la colocation. J'ai mis les pieds dans l'immobilier avec des appartements que je transformais en colocation. Et j'avais envie de découvrir d'autres choses et de trouver un peu les niches de base qui étaient les plus rentables.
Donc c'était mon obsession. Et en fait, du coup, je crois que c'est ce qui a fait que le podcast était authentique, c'est que je cherchais pas un truc que les gens y cherchaient, c'est vraiment T'avais une vraie quête. c'était une vraie quête. C'était ma quête de savoir qu'est-ce qui est rentable. Et après, petit à petit, du coup, j'ai fait toutes les niches, les caves, les garages, les immeubles, les hôtels. J'ai tout testé. Et au final, en fait, je me suis rendu compte que mon obsession, c'était pas tellement la rentabilité, c'était de faire des projets cool sur lesquels je me voyais passer du temps. Et là, du coup, en fait, je suis reparti sur une nouvelle quête qui était quel projet fou je vais pouvoir faire. Et j'ai rencontré la bonne personne parce que j'ai réalisé que je le ferais pas tout seul. C'était Martin, le fondateur de Bivouac. C'est trop bien entendu. On a tourné 2 épisodes ensemble et on a dit ok, on va apprendre à se connaître en faisant des visites. Okay. Tous les week-ends, quasiment, on partait visiter un château ou une vieille ferme ou un petit village qui était en vente ou des trucs comme ça. Et en fait, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête que le jour où je trouverais le bon projet qui soit assez massif, j'avais envie de faire participer toute la communauté. Et en plus, que ça aurait beaucoup plus de sens de le faire avec plein de monde, quoi. Et est-ce que tu communiquais dessus? C'est-à-dire, quand tu étais avec Martin et que tu visitais ce village, cette ferme et peut-être ce château, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu étais transparent vis-à-vis de ta communauté, tes auditeurs, ou est-ce que tu as attendu un certain moment, et quel moment, pour l'annoncer? Moi, je savais pas quelle forme ça aurait. Il y a plein de manières de faire des crowdfunding. Ça peut être des donations, ça peut être des prêts, ça peut être des entrées en capital, et ça peut être de l'argent contre un cadeau, ce genre de choses. Contrepartie, ouais. Une contrepartie. Donc ça, j'étais pas rentré dans ce détail-là, mais par contre, je teasais depuis un moment que j'avais envie de faire un projet avec la communauté. Et c'était quoi les retours que tu recevais? Je sentais qu'il y avait un vrai engouement, mais en dehors de ça, parce que j'avais pas énormément de messages spécifiques sur ces remarques, parce que c'était juste des petites remarques dans des épisodes. J'avais pas non plus fait des épisodes dédiés où je teasais le truc. En revanche, j'ai des messages quasiment tous les jours de personnes qui me remercient parce qu'ils sont passés à l'action, parce qu'ils ont démarré un projet immobilier, parfois des trucs même un peu flippants. J'ai acheté, merci, grâce à toi, j'ai acheté 17 appartements, 8 micro-crèches, machin. Je suis là, waouh. T'as joué au Monopoly, mec. Ouais, c'est ça. T'en as beaucoup plus que moi. Et je savais, au fond, que tout ça, toutes ces personnes que j'avais aidées et à qui j'avais jamais rien vendu en plus. La plupart des podcasteurs immobiliers, ils ont une formation sur l'immobilier. Oui. Et moi, je ne monétisais pas du tout de cette manière. Et je savais qu'à un moment, ils auraient envie de m'aider en retour et de participer à un projet ensemble. Trop chouette. Lors d'une visite, vous tombez sur ce château. Comment est-ce que vous structurez l'opération ensuite? Tu disais il y avait plusieurs options de crowdfunding. Je sais que tu as fait 2 types de levée de fonds. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la structuration de cette campagne et comment vous l'avez mis en place d'un point de vue opérationnel, et ensuite au niveau de la communication, comment tu as fait? Alors déjà, c'est pas parce que c'est un crowdfunding qu'il faut oublier toutes les bases de l'immobilier ou de la rentabilité. Et je crois que c'est un peu un truc qui arrive. Et tu vois, on a connu plein de grands projets communautaires où au final, en fait, vu que l'argent il arrive plus facilement ou pas via les banques, ça semble moins sérieux. Nous, on avait vraiment créé le projet pour la banque. En fait, on s'est dit voilà, si on présente le projet à la banque, et d'ailleurs c'était le projet de base, parce que ça coûte quand même moins cher de faire un prêt IMO bancaire que de faire un crowdfunding. Je pourrais donner d'ailleurs tous les fois, j'ai vraiment aucun tabou sur cette partie-là. Et du coup, on l'a imaginé pour la banque. On savait que du coup, si on achetait un château avec des travaux et sur un projet à 10 millions, on aurait beaucoup de mal à le rentabiliser. Donc, on s'est donné 2 millions comme un peu enveloppe maximum pour que ça tourne, etc. 2 millions, 2 millions 5, c'était vraiment le max. Et ça, c'était vraiment avec les travaux. Donc, il fallait qu'on trouve un bien qui était plutôt en dessous d'1 million, puis qu'on engage les travaux. La banque demande 20 à 30% d'apport. Donc là, la première question, ça a été d'aller chercher cet apport. La manière la plus simple, je pense qu'on peut aussi apparenter ça à un crowdfunding, mais c'est officiellement une levée de fonds, c'était d'aller chercher peu d'investisseurs qui allaient donner des plus grosses sommes. Comme ça, tu as moins de contrats à gérer. L'avocat te coûte moins cher, parce que c'est une vraie levée de fonds avec une term sheet, avec tout ça. Et du coup, là, ça a été les gens autour de nous, plus les invités du podcast. Et à ce moment-là, j'avais une centaine d'invités sur le podcast. J'ai envoyé un WhatsApp à chaque personne et franchement je l'ai mis en audio à tout le monde personnalisé. Si j'avais à refaire, je mettrais juste un petit message écrit. Enfin, j'ai appris comment ça fonctionnait mieux aujourd'hui et je les ai invités à une soirée que j'organisais à Paris pour leur présenter un peu plus le projet, quoi.
De cette soirée, il y a une 50aine de personnes qui sont venues et on a levé sans souci 550 000 euros qui devait être du coup l'apport pour le projet bancaire. Auprès des invités du podcast. Auprès des invités et des amis entrepreneurs de Martin, j'ai fait rentrer ma petite sœur, ma grand-mère, mon père, ma mère, ma petite sœur qui a mis toutes ses économies pour pouvoir avoir le ticket minimum qui était de 10 000 euros. Et on a fait un post LinkedIn en plus qui était censé, on l'a un peu on l'a fait au même moment en se disant si jamais on n'a pas assez, peut-être que ce post il aiderait. Et le post on a taffé vraiment le script. On a fait près d'1 million de vues sur ce post et on a eu 1,5 million de promesses d'investissement via ce post. En valeur. En valeur, exactement. Et tu dis on a taffé le script. C'est vrai que dire on achète un château, bah tu viens tiller tout le monde sur leur rêve de gamin en fait. Mais dis-moi-en un peu plus comment tu présentes le projet, à quoi t'as pensé sur la façon de rédiger ce fameux script. Est-ce que t'es allé chercher tout de suite l'inspiration, le rêve, l'ambition, l'engouement? Est-ce que tu t'es dit oui mais il faut qu'on ait l'air aussi un peu sérieux? Explique-moi un peu comment t'as construit ce discours s'il te plaît. Il y a beaucoup d'émotions qu'il faut faire passer dans ces posts et c'est hyper important. Il faut mettre la curiosité au début dans ce hook pour que les gens restent jusqu'au bout. Donc là, le hook, donc la première phrase a été hyper bien travaillée. Je m'en souviendrai pas tout de suite, mais éventuellement je te repasserai le post. Et ensuite, la question, ça a été en fait, on a vraiment raconté comment le projet est venu et comment l'idée nous est venue, pourquoi celui qu'on avait trouvé comme château qu'on était déjà sous compromis avec ce château, pourquoi il cochait toutes les cases. Et ensuite, on a parlé vraiment de cette partie rentabilité et de ce contraste entre le château que tout le monde voit dont tout le monde rêve un peu, parce que de la petite fille de 5 ans qui rêve du château au grand-père qui rêve du château avec le potager, le jardin et le machin. Il y a vraiment beaucoup de gens qui rêvent de ce château. Et on a du coup, ça intéresse tout le monde, mais c'est connu comme étant un gouffre financier. Nous, on va montrer avec notre expérience, puisque moi, j'avais un peu investi. Martin, il faisait 30 à 40 projets par mois pour ses clients. Et donc, il connaissait très bien ce sujet. On va montrer on peut rentabiliser un projet comme ça. Et là, les gens, du coup, ils ont vu face à eux un projet d'un truc un peu fun, sympa, qui leur parle, mais avec un potentiel de rentabilité. Ouais. Je pense qu'il y avait toutes les cases pour aller potentiellement investir dans un projet comme ça. Ouais, loin de l'image du châtelain ou de la châtelaine désargentée qui doit se saigner à la fin du mois pour payer la toiture parce qu'il pleut dans son grenier, etc. Ce qui est 95% des châteaux aujourd'hui. Il y a des situations. Donc vous êtes basé sur un rêve partagé par tout le monde et vous êtes allé aussi à l'encontre d'un préjugé qu'on peut avoir sur le fait de posséder un château et vous avez dit bon, on va en faire une mission, on va prouver que c'est possible. Ça nous semble injuste ou pas. Il y a un truc qui cloche en fait dans le fait que personne n'ait trouvé le moyen de rendre rentable un château. On va le faire ensemble. C'est un peu ça que vous avez dit. Ouais, et t'as raison sur cette forme de. On était. Alors déjà, on a un peu la niaque avec Martin. Personnellement, je viens pas d'une grande famille. Mes parents mon père est ouvrier dans le bâtiment. Et j'avais un peu cette revanche, cette petite revanche à prendre. J'ai toujours un peu rêvé de m'élever socialement, etc. Donc, je pense que ça parle à beaucoup de monde. C'est symbolique. Ouais. Et le podcast, il est un peu né de ça aussi. Quand j'ai lancé le podcast, moi, j'avais pas du tout cette éducation de l'investissement, de l'immobilier, etc. Alors que mes potes d'école de commerce, j'étais le premier de la famille à faire des études. J'ai vu un gap énorme entre aller à la table chez un ami et faire un dîner chez moi, chez mes parents. Et j'ai eu envie de retransmettre, quoi. Moi, mon rêve, c'était ensuite de pouvoir... Parce que dans ma famille, ils investissent pas. Mais par contre, ils ont de l'argent parce qu'ils taffent 7 jours sur 7, ils enterrent l'argent dans le jardin et c'est sous le matelas. Et voilà, c'est sous le matelas. Donc du coup, j'avais vraiment un rêve d'aller chercher les trucs que les parents de mes potes ils connaissaient et de le transmettre à ma famille, quoi. En fait, je l'ai transmis à plus que ma famille, je l'ai ta transmis petite sœur, ta grand-mère et 50 000 personnes qui écoutent le podcast, qui sont, je pense, plus à des personnes qui cherchent à s'en sortir que des personnes qui ont déjà un gros capital familial, quoi. C'est intéressant ce que tu partages de toi-même. Là, tu disais, je suis arrivé dès le départ avec une quête, j'étais très transparent sur le sujet. Est-ce que t'as parlé de un peu ces éléments personnels que tu viens de
me partager. Voilà d'où je viens, voilà un peu, j'ai pas ce bagage-là, etc. C'est quelque chose sur lequel tu communiques régulièrement dans ton podcast, par exemple? Ouais, j'étais pudique au début Ouais. et j'avais pas comme ambition de raconter ma vie, d'être un influenceur. Mais j'ai compris après l'importance que ça avait. Moi, j'étais plutôt quelqu'un qui était exaspéré quand j'entendais un Anthony Bourbon raconter qu'il était SDF et qu'il avait machin. J'étais là en mode stop de bullshit quoi. En fait, j'ai compris l'importance que ça avait. Quand j'ai lancé des formations, alors pour le coup, moi, j'aide les gens à lancer leur podcast, pas à investir dans l'immobilier. Et j'ai compris qu'en fait, ils avaient besoin de ces repères, ils avaient besoin de ces histoires pour vraiment se motiver à le faire, pour vraiment trouver un sens, et que la partie mindset sur laquelle j'ai beaucoup craché, moi, quand je démarrais à une formation ou un truc, j'avais qu'une envie, c'était du technique, quoi. Je suis allé en école, il y avait des masters marketing, entrepreneuriat, etc., qui sont les matières qui sont les sujets que j'adore. Je voulais même pas y aller parce que je me suis dit, ça va être du bullshit, quoi. Je suis allé en supply chain, tu vois. Je me suis dit, là, je vais apprendre du Excel, je vais apprendre du machin. Ça, c'est de la vraie connaissance, tu vois. Alors qu'au fond, bon, l'autre partie a du sens. Donc aujourd'hui, j'en parle beaucoup plus et j'invite tous les gens qui se lancent à parler de leur histoire. Vaut mieux voir ta transformation que de voir uniquement ce que t'es aujourd'hui. Et les gens, ils achètent la transformation, quoi. Ouais, ils veulent s'identifier. Revenons à du coup ce château. Tu as fait cette première campagne auprès des invités, de tes amis, des personnes qui se sont aussi manifestées sur LinkedIn. Quelle est l'étape d'après que tu vas suivre? L'étape d'après, c'est d'aller chercher la deuxième partie. Donc, on avait en gros 500 000. On avait besoin d'1,5 million de plus. Et on va voir plusieurs banques. C'est très difficile parce que financer un château, ça fait peur. À la fois aux banques, aux assureurs, etc. Ils se disent le jour où, justement, il y a une toiture à refaire, c'est 200 000 euros. C'est compliqué. Ou le jour où il y a un feu, imagine un assureur qui s'imagine ça. Du coup, on a fait le tour des banques. On a fini par trouver une banque qui accepte. Et en fait, pour une raison de politique interne, après qu'on ait signé le prêt, qu'on ait signé l'assurance, etc., le prêt nous a été retiré. Ok. 3 semaines avant la signature. Coup dur. Vraiment coup dur. Là, démarrent les semaines les plus difficiles de ma vie parce que avec Martin, on fait le choix de continuer. On fait sauter les clauses suspensives. Donc ça veut dire en immobilier que même si t'as pas le prêt, tu dois une partie de la somme. En gros, ça nous aurait coûté 100 000 euros à ce moment-là si on trouvait pas l'argent. Et on s'est dit, ça sera la bonne motivation pour le trouver. Ça vous aurait coûté 100 000 euros parce que vous aviez déjà signé le compromis de vente avec les propriétaires. Vous êtes dit, Martin et Jérémy, on s'engage à acheter ce bien immobilier. Généralement, dans le compromis de vente qui se fait avant la vente, on dit mais bon, si je trouve pas l'argent, je peux me rétracter, je peux annuler la vente. Et là, vous avez dit j'enlève cette clause, j'enlève cette protection sur moi et je vais, même si ce prêt m'a été refusé, je vais y aller et je me mets dans la perspective de signer la vente et d'avoir les clés de ce château. Exactement. C'est bien ça ? Si malgré tout, après avoir fait sauter cette clause, tu ne peux pas payer, tu dois légalement 10% de la somme du bien. Okay. Donc là, c'était une signature à 780 000 euros. Donc on aurait dû donner 78 000 euros au propriétaire et on avait déjà engagé à peu près 20 000 euros de frais d'avocat, de géomètre, etc. pour le projet. Ok, donc là, vous y êtes en mode all-in, comme on dit au poker. On est all-in. Vous foncez et c'est difficile. C'est hyper difficile parce qu'on se rend compte que alors du coup là, c'est là que démarre le sujet crowdfunding pour de vrai, pas celui juste qu'on fait entre nous avec un message et une soirée avec les invités. Mais là, il faut faire rentrer beaucoup plus de monde. On recontacte les gens du 1,5 million de promesses. On voit qu'en fait, il y a quand même une histoire de chaleur. Les choses se font, les gens sont chauds au moment T. Ouais. Et 2 semaines après, en fait, ils sont passés à autre chose, ils ont plus l'argent, ils machin. Enfin, tu vois, il y a vraiment une histoire de chaleur qu'il faut garder. Ouais. C'est un principe de vente classique de toute façon. Et du coup, il faut redémarrer le truc. On n'a pas le temps de redémarrer une levée de fonds classique. Le crowdfunding via une plateforme, on choisit Brix, qui est, j'avais eu sur le podcast Cédric O'Neill, qui est le fondateur de la plateforme.
Encore une fois, ça aide parce que tu passes pas par les process classiques. Tu postules pas sur le site de déposer votre projet machin, parce que sinon ils ont des dizaines de demandes et ils te recontactent dans 2 semaines. En fait, pour toi, c'est trop tard. Oui. Quoi. Et donc c'est là que le podcast aide aussi et tu rencontres direct la personne. Face à face, et là tu communiques sur WhatsApp plutôt que par des messageries sécurisées de la banque, machin et tout. On envoie tous les éléments du dossier et la semaine avant la signature, on arrive à avoir un dossier validé pour lancer le crowdfunding. Ok. La semaine avant la signature Ouais. de vente. On lance le crowdfunding le mardi et on a la signature le mercredi de la semaine d'après. Vous avez 7 jours pour trouver 1,5 million. Ouais. En plus, il y a normalement 10 jours de rétractation. On est déjà mort. En fait, on est déjà mort à ce moment-là. Mais on se dit qu'on va trouver des solutions, quoi. Le crowdfunding est censé durer 1 mois. Oui. C'est une des campagnes d'1 mois. Et du coup, on réduit la somme au maximum parce que ça coûte plus cher, comme on disait, en se disant on va trouver l'argent pour faire la phase 1 qui nous permet d'exploiter. Mais on n'ira pas plus loin pour le moment. Donc, on décide de lever 690 000 euros. Pour avoir 1,3 million qui nous permet de rénover le premier bâtiment, d'avoir 50 couchages quand même sur le château. Et là, on lance. Ça veut dire quoi, on lance? Déjà, une des questions que j'avais, c'est toi, tu as déjà ton podcast, tu as déjà des liens avec des gens, etc. Tu as un compte Instagram, ton profil LinkedIn, Ouais. tu as une newsletter, tu as différents canaux de communication Ouais. avec ta communauté. Martin, de son côté, il est comment? Martin, C'est il quoi son a profil, Martin, il a pas un profil créateur de contenu. Ouais. Par contre, c'est un entrepreneur reconnu dans son milieu et dans l'immobilier. Il a quand même plus de 20 000 abonnés sur LinkedIn, ce qui commence à peser. Et ça reste un bon communicant. Mais c'est pas un créateur de contenu. Il a pas de communauté derrière lui. Donc c'est bon, j'ai les deux protagonistes, je comprends Ouais. bien comment ils communiquent. Donc là, vous lancez, vous avez quelques jours avant la signature de ce château et vous dites on lance. Mais qu'est-ce que vous y allez pas avec une main devant, une main derrière, la fleur au fusil. Qu'est-ce que vous préparez concrètement pour faire le lancement de cette campagne de crowdfunding, donc de financement participatif auprès de vos communautés? Une semaine avant le début du crowdfunding, donc semaine -2, on fait vraiment le début du teasing, du post LinkedIn, du post Instagram. On a créé la page Instagram du projet aussi pour commencer à ramener du monde, etc. On prend du mail. L'objectif, c'est de choper de l'email. Et là, à chaque fois, on renvoie vers une liste d'attente en disant on va pouvoir vous ouvrir en avant-première le crowdfunding. Avec Brix, on développe une nouvelle fonctionnalité avec eux qu'ils n'ont pas, qui est l'avant-première justement, où pendant 48 heures, il n'y a que les gens à qui on a donné un mot de passe qui vont pouvoir investir. Ça permet 2 choses. Ça nous permet, nous on est convaincus que le sujet avant-première, exclusivité, etc., ça aide. Et en plus, je négocie les frais avec Brix en disant toutes ces personnes-là qui viennent avec le mot de passe, parce que Brix, eux, ils ont 400 000 emails en base de données. Et ils disent, voilà, quand on shoot, on arrive à avoir du monde, quoi. Et je leur dis, vous shootez pas pendant 2 jours. Alors, on est déjà à la bourre. Et moi, je leur dis, pendant 2 jours, vous shootez pas. Et c'est nous qui allons communiquer. Comme ça, je vous ramène des nouveaux clients. Et on s'entend pour réduire les frais sur cette partie-là. Donc, une semaine avant teasing, on peut pas le faire juste avec nos 2 comptes. Donc, on inclut toutes les personnes qui ont investi sur la première levée. On a 33 personnes. On a pas mal de créateurs de contenu aussi, de podcasteurs, d'investisseurs, etc. Qu'on leur donne un peu on les rend ambassadeurs du projet. Vous leur envoyez un message avec peut-être un visuel, Exactement. le lien, etc. Ouais. Vrai kit de communication là-dessus, beaucoup d'émotions aussi, de l'audio, de la vidéo pour les chauffer, etc. Moi, je me prévois sur cette semaine de crowdfunding des épisodes avec des gens très connus aussi. Je me dis, c'est l'occasion de les avoir face à face et de leur faire appuyer sur le bouton quand je suis avec eux. J'ai un épisode le mercredi avec Oussama Hamar où je me dis, il est dans la sauce avec... alors à l'époque, il n'était pas encore condamné. Et en fait, le jour où j'enregistrais avec lui, le matin, il a une condamnation pour The Family et tout ce que vous avez autour. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas cette personne, c'est un des cofondateurs de The Family qui a été un acteur important dans l'univers de la tech, de l'entrepreneuriat dans les années 2016, 17, 18. Et ensuite, Oussama Hamar a quitté The Family et a été accusé par ses
anciens associés de détournement de fonds et condamnés ensuite. Exactement. Ok, donc tu prévois un épisode avec cette personne qui a une grosse audience, un gros charisme, qui est très bon communicant aussi. Exactement. Ouais. Donc j'arrive dans son manoir en Normandie le matin. Lui, il reçoit la news qu'il est condamné. On démarre l'épisode. Pendant ce temps, il y a toute la presse qui se prend, machin. Donc je finis l'épisode, j'allume Instagram et Facebook et les plateformes et je vois tous les commentaires. Et je me dis, c'est la merde parce que déjà, c'est trop con parce que j'ai pas eu la news pour l'épisode. Donc j'aurais pas la primauté de l'actu. Et deuxième truc, maintenant qu'il est condamné, jamais il va communiquer sur un crowdfunding de quelqu'un qu'il a vu une fois pour aller relever des fonds en plus, machin et tout. Et il le fait quand même. Ok. Voilà. Donc on voit la force du gars, finalement, de se dire, en fait, il s'en fout, il demande pas la permission. C'est le nom de son podcast d'ailleurs, Sans permission. Malgré ça, il apprécie l'honnêteté, l'authenticité du projet. Il nous fait un post qui aide aussi. En fait, on engage vraiment tout type d'ambassadeurs sans jamais payer personne. Il y a vraiment tout est en organique. On lance des communiqués de presse aussi, le Figaro Imo. Le sujet, c'est souvent, on va faire revenir Leonardo DiCaprio dans la Sarthe. Et ça fonctionne assez bien, surtout avec les journaux régionaux. On lance le mardi, il se passe pas grand chose, il y a pas beaucoup de posts et tout. Mais nous, avec la communauté organique, on arrive à lever 20-30% quand même de la somme. Le lendemain... En avant-première. Le lendemain, il se passe un truc, c'est qu'en effet, là, les posts, ils commencent à tomber. Oussama, Mathieu Stéphanie, Youssef Koutari, qui avait 600 000 abonnés sur LinkedIn à ce moment-là, à qui on a juste envoyé un message, il nous fait un post. Je remercie toutes ces personnes d'avoir communiqué à ce moment-là. Et là, ça nous permet de relever 20-30%. Et on arrive à la fin des 48 heures, on a levé 70% de la somme. On est exténué, mais il s'est passé le truc. Et là, les posts, les articles des journaux tombent. La fin de l'avant-première démarre. Et le troisième jour, on termine la levée. Avec, il restait 25 000 euros. J'arrive à avoir David Laroche au téléphone par mail. Ma petite sœur travaillait pour lui et il me dit moi je suis chaud, je peux clôturer la levée. Et donc voilà, il clôture la levée et on a en 3 jours levé cette somme. Génial. Effectivement, le fait d'avoir fait une communication en avant-première, ça fait que quand Brix a envoyé, comme tu disais, shooter un email à tous ces 400 000 contacts, ils arrivent sur la page et il y a déjà une somme assez conséquente qui est financée et ça donne confiance en fait. Exactement. Ça apporte beaucoup de crédibilité au projet. Les noms que tu as cités, qui sont connus vis-à-vis de ta cible des entrepreneurs, investisseurs, c'est aussi un deuxième élément de crédibilité. Donc tu clôtures cette campagne crowdfunding. Comment tu te sens? Je me souviens, alors le jeudi, j'avais fait j'avais tout calculé pour avoir le max de trucs importants. Le jeudi, je passais une journée complète avec Tony Parker, que j'ai pas réussi à faire communiquer pour le coup. Mais c'était quand même un de mes rêves. Moi, je suis basketteur depuis que je suis petit. Donc c'était absolument incroyable. Je faisais ça pendant la levée, tu vois. Je passe la journée avec lui. Je devais partir en vacances avec des potes. J'avais décalé au lendemain. Le lendemain, je pars en Bretagne. Je me souviens, on finit le repas, on clôture le crowdfunding et moi je suis juste mort. En fait, j'arrive même plus, j'entends plus rien, je sais plus parler. Enfin, je suis exténué. Je vais me coucher en pleine journée. Ciao, bonsoir. Je vais me coucher et il y a un sentiment de soulagement, mais pas complet non plus parce qu'on sait qu'administrativement la signature c'est le mercredi d'après et que en soi, le tempo, il va être compliqué. La famille refuse de décaler même de 2 jours, parce qu'on avait déjà décalé 2 fois la date. Et donc, ils nous disent même de 24 heures, en fait, on décale pas la signature. Et genre, on est prêt, même si vous n'avez pas l'argent pour la signature, on ne vendra pas, en fait. On va changer de projet. Donc, nous, Beaucoup de pression. Gros coup de pression. On part, je sais plus si c'est le mardi ou le mercredi. Bref, on part en voiture avec Martin. On avait signature dans la Sarthe à 10h, donc à 7h30, on est dans la voiture. On roule et on appelle notre notaire et il nous dit non, j'ai toujours pas les fonds quoi. Brix les a pas transférés. Voilà, c'est ça parce qu'en fait il y a eu le week-end entre temps, il y a des délais à respecter
Et en fait, il y a pas, on a levé l'argent, mais c'est de l'argent sur du papier, quoi. Et on démarre la signature. Notre notaire nous dit, oh, je peux me débrouiller pour faire durer la vente 3-4 heures. Ouais. Je vais lire très, très lentement. Ce qui démarre. Je vais aller prendre 3 cafés. Ce qui commence à faire. C'est vrai. Vraiment. Bon. Et un moment, il nous envoie un petit, parce qu'il était à distance, lui. Ah, d'accord. Il nous envoie un petit WhatsApp, il dit c'est bon, il y a les fonds. Et là, il enchaîne, et reprend sa vitesse normale. Et toi, la petite goutte là qui continue de couler Voilà. sur le long de ta tempe. Et nous, avec Martin, on peut pas sauter sauter au plafond. Poker face. Poker face, signature, et là on sort, on prend le gros trousseau de clés du château, genre vraiment les grosses clés comme ça. Et là, on explose de joie et de rire dans la voiture. T'as dû pleurer, non, aussi. Ouais, de soulagement et tout. Ouais, non c'était vraiment. Je pleure pas facilement. Je sais pas si j'ai pleuré, mais il y avait beaucoup d'émotions. Il y avait beaucoup d'émotions. Ouais. Trop chouette, trop bien. Bravo d'y avoir cru et ça. Vous avez été très joueurs. Hein. Ouais, on est allé à fond. Et Ouais. il a toujours fait beau, tu vois. En plus, on lève juste avant Noël, tu vois, quand les gens ont bien mis tout l'argent dans les cadeaux et tout. Ouais. Donc c'est le pire moment. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des projets sur Brix à ce moment-là qui sont là depuis un mois et qui sont pas financés, tu vois. Il y a que des feux rouges, quoi. Il y avait rien qui allait. Ouais. Il faisait beau tout le temps. À chaque fois qu'on est allé au château, on y allait 10 fois. Il a toujours fait beau. Et là, on arrive au château. Grosse pluie. Et on commence à comprendre les fuites qui passent par les fenêtres, les trucs. Tu vois qu'il pleut dans le salon. On commence à comprendre un peu ce qu'on vient de faire. Ah, trop bien, trop bien. Si on revient du coup à c'est une aventure un peu collective que tu as initiée, comment est-ce que une fois que tu as signé ce château, comment est-ce que tu continues d'engager les gens qui ont investi dans ce projet? Est-ce que le podcast est utile pour ça? Comment est-ce que tu continues voilà, genre, ciao, merci pour l'argent, à plus. Déjà, je vais dormir 72 heures. Mais ouais, comment tu continues cette histoire, cette aventure collective, que ça retombe pas comme un soufflet, quoi. Il est certain qu'on avait prévu du coup de continuer à communiquer. On pensait qu'on le ferait beaucoup par mail. Ouais. Et d'ailleurs, s'il y a des investisseurs qui écoutent, mais à culpa sur ce sujet-là, on n'envoie pas assez d'emails. Mais en fait, c'est vraiment pas notre moyen le plus naturel de communiquer. Moi, c'est le podcast, en effet. Donc, je fais des épisodes dédiés que j'appelle Château Story, qui parlent de cette histoire du château, etc. Et après, on se décide à lancer, plutôt que de lancer une page Domaine de Fontenay, on lance une page Château Story sur Instagram en se disant, ça va être une manière de pas seulement de montrer les beaux côtés du château et tout, mais de documenter toute cette aventure, quoi. Les coulisses, ouais. Et en fait, il y a un vrai engouement autour de cette page. On prend en plus un alternant en marketing, Augustin, qu'on salue, qui est très très bon en vidéo et qu'on forme en storytelling, etc. Et ensemble, on fait des trucs, des vidéos qui marchent vraiment bien. Et en quelques mois, je crois qu'en 6 mois, on fait 40 000 abonnés sur Château Story. Et du coup, en fait, on a les gens qui ont investi, qui nous suivent et qui suivent les aventures à partir de là. Et on a plein de nouvelles personnes qui démarrent et qui suivent aussi. Le fait de publier régulièrement des épisodes, brandés avec une marque, un label Château Story, c'est ce qu'on appelle faire du building public. Donc là, c'est à la fois au sens propre et au sens figuré. Exactement. Tu communiques sur les travaux. Est-ce que c'est la première fois que tu fais du building public avec ce type d'épisode? Est-ce que c'est c'est un ajout, une nouveauté sur ta ligne édito? Comment ça t'a semblé? Raconte un peu. Ouais, dans le podcast, je l'ai déjà fait pour mes projets d'invest perso. C'était l'occasion. Dans un épisode, je vais interviewer l'investisseur, il va me raconter son histoire et je vais ajouter un petit peu des petites touches c'est vrai que moi aussi j'ai fait ça et je l'ai fait pareil ou différemment, et je vais intégrer un petit peu de mes projets personnels qui parfois énervent les gens. Mathieu Stéphanie par exemple parle beaucoup de ses projets. Moi je trouve ça bien, je trouve qu'un podcast c'est aussi
un truc où tu peux prendre 20% de la parole en tant que hôte du podcast. Tu choisis ta posture en fait. Et tu choisis ta posture et ça te permet de construire ta marque personnelle aussi, etc. Et là, donc j'avais l'habitude de le faire de cette manière-là, mais de manière dédiée, aussi transparente, où on donne tous les chiffres, tout ce qui se passe, les étapes, les trucs qui se passent bien, les galères, les machins. Non, je l'avais jamais fait et je sens qu'il y a un vrai engouement sur ce build-in public. En fait, c'est vraiment de l'authenticité pure et simple. Trop bien. Si vous êtes intéressé par ce concept de build-in public, c'est trop intéressant à suivre. Ça crée beaucoup d'engagement et c'est assez facile en fait, mine de rien, si tu te mets un peu dans la bonne posture et puis si tu as la bonne approche. J'ai fait une petite masterclass gratuite sur le sujet. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à aller consulter cette ressource. Ça me fera plaisir que vous me taguiez ensuite sur vos contenus build-in public pour voir ce que vous en avez fait. Trop chouette. Donc, tu continues à communiquer par email aux investisseurs et à ta communauté au sens large via ton podcast avec des épisodes où tu parles, comme tu disais, des victoires, des galères, des chiffres, de voilà toutes les coulisses, et aussi via le compte Instagram Château Story. Du coup, tu crées un nouveau média, mine de rien, le média du château. Trop chouette. Dans ces épisodes Château Story, j'ai entendu aussi que tu faisais souvent des appels à contribution, des appels à se joindre à toi. Il y a un épisode où tu dis « On va faire des brocantes pour meubler le château. Est-ce que ça vous dit de venir avec nous ?» Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu spontanément? Quel type d'invitation t'as fait? Comment ça se passe? Est-ce que les auditeurs répondent présents? Je suis très intéressée de voir comment est-ce qu'on passe d'une expérience plus, tu sais, à distance, digitale, à quelque chose où on rencontre les gens, et j'ai trouvé ça très malin que tu fasses ces invitations. Il y a deux déclics. Le premier déclic, c'est qu'en fait, on se rend compte que le mot le plus important de ce projet, c'est le collectif. On a levé l'argent en collectif. On s'est rencontré avec Martin. Déjà, c'est une histoire qui se fait à deux, pas tout seul. Ensuite, on prend des personnes dans l'équipe. Donc, Augustin sur le marketing, Théo sur la partie suivi de chantier, Louis-Henri qui devient gardien du château. Et notre axe numéro 1 de recrutement avec Martin, c'est est-ce que je vais vouloir passer une semaine au coin du feu avec lui au château, avec 0 degré dehors et machin. Et en fait, on se retrouve à créer un projet collectif qui est incroyable et on a envie de plus. On a envie qu'il y ait plus de personnes qui viennent s'intégrer. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on manque de cash. Et parce qu'on a levé que pour la première phase, on a levé le plus tight possible pour aller le plus rapidement possible. Et en fait, on a des dépassements sur les travaux, notamment sur la partie sécurité, des établissements recevant du public, de la partie personnelle, mobilité réduite, etc., qu'on avait mal anticipé. Et ça nous coûte des dizaines, presque des centaines de milliers d'euros de plus. Et c'est là que du coup, on fait ce qu'on sait faire. On va pas refaire un crowdfunding. On se dit, on va proposer aux gens de venir au château. Parce qu'on a un truc magnifique, on a un joyau, mais qui est encore quasiment vide tout le temps parce qu'on a démarré les travaux. Est-ce que ça plairait pas à des gens de venir dormir, manger au château, faire un grand barbecue et de donner un coup de main? Et c'est là que les semaines bénévoles démarrent. Et une semaine tous les mois, à peu près, tous les 1 mois et demi, on fait venir un petit groupe. Au début, il y a 3-4 personnes. À la fin, il y a 40 personnes sur les semaines bénévoles. On en a fait une à 55, je crois. Et en fait, pendant une semaine, on passe d'une phase du château à une phase du dessus, parce que quand t'as 35 scouts plus 15 bénévoles qui nettoient tout l'ancien moulin, tu te retrouves à passer d'un endroit où tu pouvais même pas marcher, c'était même pas défriché. On a sorti 500 brouettes de végétation en une journée pour finir par faire une guinguette incroyable au bord de la rivière avec une cascade, un truc complètement ouf. Mais il nous aurait fallu 1 mois de travail pour faire ça sans la force du collectif, justement. Si je résume, en échange du gîte et du couvert, ouais. Tu proposes aux gens de venir contribuer, de mettre la main à la pâte et de défricher ci, aider sur ça, etc. pendant une semaine, c'est ça? Exactement. La journée, ils apprennent à bricoler. Et le soir, ils apprennent l'IMO parce que ça part en grande masterclass d'investissement. Au début, c'était quasiment que des auditeurs du podcast qui venaient. Après, on a eu d'autres groupes qui ont rejoint. Et en fait, c'était une manière aussi pour des personnes qui écoutaient le podcast depuis longtemps et tout, d'avoir des avis sur leur cas spécifique, personnel, que je pouvais donner à ces moments-là aussi, quoi.
Et c'est une petite communauté de plus, encore plus engagée, parce qu'ils viennent donner leur temps et leur transpiration pour ce projet qui vient se former autour de vous. C'est les amis du château, ils ont un WhatsApp dédié. Voilà, c'est ce que j'allais te demander, comment tu communiques avec eux. Et bah ouais, sur WhatsApp. Trop bien. J'ai une dernière question à te poser par rapport à ton podcast et au modèle économique en général. Donc là, en fait, ce projet du château, c'est devenu un projet indépendant à part entière. Je sais aussi que tu sponsorises ton podcast et tu communiques sur le fait, notamment dans ces épisodes Château Story, que tu les choisis très spécifiquement. Je ne vais pas te demander de rentrer dans le détail de ta sponsorisation, mais plus ton principe de sélection des marques. Je trouve ça intéressant, ton approche. Ouais. Moi, j'adore cette partie marketing, en fait. Réfléchir à des concepts marketing pour des marques, c'est ce qui me passionne. Et tout particulièrement sur des sujets que je connais bien, donc autour de l'immobilier, etc. J'ai régulièrement pour une marque une idée en termes de création de contenu où je me dis, c'est ça qu'ils devraient faire. Tu vois, si j'étais directeur marketing de cette boîte, c'est exactement ce que je ferais. Donc, il y a des marques que j'apprécie, que j'utilise, des outils, des solutions d'investissement, etc. Je me fais cette liste de toutes les marques que j'aime. Je réfléchis à ces concepts et je leur shoot des concepts en disant voilà, ou vraiment un petit teasing du concept en disant venez, on en discute. Et après, en fait, le travail avec le sponsor, c'est de produire ces choses-là et d'activer avec le podcast. Une grosse marque, une foncière. Je travaille en ce moment avec ICAD, par exemple, qui est une grosse foncière, qui doit montrer comment elle transforme des immeubles de bureaux à résidentiels avec des usages mixtes, des trucs. Voilà, c'est des sujets assez techniques. Moi, je vais avoir une idée là-dessus. D'habitude, elles font appel à une agence de prod. Leurs équipes gèrent la partie script, idéation, suivi de projet. Et après, elles payent de la publicité pour activer tout ça. Nous, avec le podcast, on peut faire les trois. J'ai déjà l'équipe de prod. Donc, c'est moi plus... une alternante et Xavier qui donne un coup de main. Les idées, elles émanent de ce que je peux comprendre de la marque et de ses besoins. Et l'activation, elle se fait via la communauté du podcast. Xavier étant ton associé sur EcoStudio. Exactement. Et du coup, avec un podcast, tu arrives à construire un truc qu'ICAD aurait payé 100 000 euros s'il l'avait fait en interne, quoi. Donc, si je dois résumer, c'est regarder les marques que tu utilises, que tu apprécies, avec lesquelles t'as déjà un lien, t'es déjà convaincu. Réfléchir à quelque chose de créatif, quelque chose qui va être attractif. Si possible, un peu lié au podcast, comme ça me facilite la vie. Exactement. Et d'aller leur proposer en donnant pas tout. Parce que j'ai eu cette conversation avec une podcasteuse qui avait une super idée de concept pour une marque et elle se posait la question de à quel point je révèle tout, parce que le risque, c'est que cette marque, elle prenne ton idée et elle la développe en interne. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question et tu lui donnerais quoi comme conseil à... Si je lui donnais un conseil, en effet, le premier message à froid que t'envoies à une personne, s'il fait plus de 10 lignes, la personne, elle va le swiper direct. Par contre, donc moi, j'ai plutôt juste tendance à teaser en une ligne le concept. Par contre, après, la rencontre, alors moi, j'adore faire des rencontres en physique. S'il faut même se déplacer, prendre le train, je le fais. Je suis meilleur en face à face. J'ai déjà essayé plein de trucs. Et là, par contre, je balance tout. Honnêtement, j'ai tendance à me dire qu'une idée, elle vaut rien sans l'exécution. Et 9 fois sur 10, ça se passera bien. Avant que la personne développe le truc, sans te contacter, sans machin. Je pense que c'est assez minime. Je préfère en balancer plus souvent. Et le jour où ça arrivera, ça arrivera. Générosité. Génial. Merci Jérémy. On va passer aux questions, aux signatures, les questions de la fin. La première, c'est quel est le meilleur conseil que tu as reçu vis-à-vis de ton podcast à faire un bail et qui te l'a donné? Alors moi, j'ai le souvenir d'une semaine où j'ai eu 2 conseils qui m'ont été donnés par 2 personnes différentes et qui sont presque en fait des conseils opposés. Et c'est l'assemblage des deux qui a fait en fait notamment que le compte Château Story il est bien parti, etc. Et j'ai rencontré Silouane qui fait des 24 heures Wiz sur YouTube, avec qui on discute, qui connaît très bien le monde de YouTube et qui me dit en fait pour développer tes réseaux sociaux vite et bien, tu t'inspires de trucs qui fonctionnent. Moi, j'avais tendance à toujours vouloir inventer le truc, à le réfléchir par moi-même, à le scripter par moi-même. Lui, il dit, tu prends ce qui marche ailleurs déjà et tu refais la même chose. Mais pas trop à l'aise avec ce concept-là. Mais je comprends que que c'est finalement
Enfin, lui, c'est ce qu'il fait et ça cartonne, quoi. Et il vend des super sponsoring à beaucoup plus cher que moi, alors qu'il a pas beaucoup plus grosse communauté. Voilà, je comprends que ça marche. Et à côté de ça, j'ai Alex Raffetin, qui est un e-commerçant, créateur de père et fiches, avec qui je parle, qui me dit moi, je lance que des trucs sur lesquels je suis 100% aligné, 100% authentique. En fait, si j'essaye de faire un truc qui est pas moi, ça ne fonctionne jamais, quoi. Et à ce moment-là, j'étais vraiment en recherche d'idées, de nouvelles idées et tout. Et j'ai ces deux concepts qui s'opposent un petit peu. Et du coup, si j'avais un conseil à créer à partir de ces deux-là, c'est qu'en fait, il faut trouver un truc qui marche déjà, mais qui soit hyper aligné avec ce que toi tu fais, ce que toi tu es avec ton histoire, que tu l'adaptes très légèrement et que tu le lances, en fait. Mais moi, je fais plus de création de contenu sans être parti d'un script, d'un truc qui marche déjà ailleurs. Parce que les algos, ils sont trop durs à comprendre, on n'a pas la formule magique. Mais par contre, on a des centaines de milliers d'autres contenus on est capable de voir combien de vues ils ont fait. Donc se baser sur un truc qui marche, l'adapter à ce qu'on est vraiment et notre histoire, et le balancer régulièrement, quoi. Entre pragmatisme et créativité, Voilà. du coup. Trop chouette. Et ensuite, tu dis souvent que le podcast a changé ta vie. Quelle est la place du podcast dans ta vie aujourd'hui et quelle place tu souhaites qu'il prenne dans 3 ans? Ce qui est chouette avec le podcast, c'est que c'est encore un média qui grandit. On est très loin de YouTube ou d'Instagram sur le nombre de pages créées, etc. Je trouve qu'il y a vraiment encore une vraie place à prendre. On a l'impression qu'il y a des podcasts qui sont lancés sur tout. Mais officiellement, s'il y a 10 podcasts sur votre sujet, regardez combien il y a de pages de YouTube sur ce sujet. Il y en a 1000, quoi. Donc en fait, c'est un moyen incroyable d'aller prendre une place légitime sur un sujet et ensuite d'aller créer un écosystème global avec Instagram, la newsletter, les trucs autour. Ça a complètement changé ma vie parce que j'ai l'impression de vivre la vie d'influenceur alors que je me considère pas comme influenceur. Je suis là en ce moment, on me prête une voiture depuis un mois, je la paye pas. Au château, c'est 18 000 € de matelas qui nous ont été envoyés. Tous ces trucs assez incroyables. Et surtout vivre d'une passion, voilà, aller discuter d'immobilier avec les gens. Moi, je le ferais déjà gratuitement. Et là, je suis payé pour le faire, quoi. Avec la bonne méthode, avec la bonne approche commerciale aussi des choses, hein. Si t'es vraiment pas dans la partie commerciale, ça va être difficile. Ouais. Donc ça a complètement changé ma vie. Et la place que ça aura dans 3 ans, je pense qu'elle sera encore plus grande parce que les audiences, elles se cumulent sur le podcast. Chaque épisode est écouté. Moi, j'ai 200 épisodes diffusés. Chaque épisode est écouté de 10 à 30 fois par jour. Et en fait, t'imagines je passe un message sur la rénovation énergétique. Ouais. J'ai un épisode notamment sur la rénovation énergétique où il y a un lien vers un outil qui permet de faire de la réno énergétique, une formation, etc. Tous les mois, j'ai des gens qui prennent ce truc et moi, je touche un peu d'affiliation là-dessus. Ouais. Et en fait, chaque épisode devient un truc cumulatif comme ça. Donc, en fait, ça prend de plus en plus de place et c'est un vrai levier. C'est un vrai actif que tu es en train de construire et qui va marcher pour très longtemps. Donc, dans 3 ans, ça sera beaucoup plus puissant que ça l'est aujourd'hui. Un média de référence pour les personnes qui veulent se lancer et progresser dans l'immobilier. Merci Jérémy, c'était trop chouette de discuter avec toi. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout parce que comme toujours quand je viens à Paris, cet épisode est sponsorisé par Rumex. Merci pour votre indulgence. Merci Jérémy d'avoir été si transparent, si généreux dans ton partage d'expérience. Je vous invite à regarder dans les liens de l'épisode tout ce que fait Jérémy, Château Story, etc. Vous allez vous régaler. Allez, à bientôt. Alors, il était comment cet épisode ? Est-ce que ça vous a donné un petit déclic du genre « Mais oui, bien sûr, je peux le faire » ou peut-être même « Écoutez, c'est une tuerie ». Vous m'envoyez ravi. Et si vous voulez encore plus de conseils, abonnez-vous à ma newsletter. Promis, vous ne serez pas déçus. Antipop est un podcast d'ICO, produit par Anne-Claire Leca. La réalisation sonore est signée Alice Krief des Belles Fréquences. Envie de prolonger la conversation ? Retrouvez-moi sur LinkedIn ou Instagram. Les liens sont dans la description de l'épisode. Ah oui, mais aussi, mettez-la plein d'étoiles, les petits avis qui font plaisir. Vous le savez, ça vous prend 2 secondes et moi, c'est comme le fromage sur les macaronis, ça me fait trop plaisir à chaque fois de vous lire. À très vite.